Merci. Effectivement, en tant que médecin de la reproduction, on peut dire que quand même beaucoup de choses ont changé depuis 35 ans, avec l'idée que tout est possible. Enfin, en tous les cas, beaucoup de choses sont possibles. Et c'est vrai. C'est vrai qu'un enfant peut naître aujourd'hui avec 3 mères et 2 pères, une mère génétique, une mère qui porte, une mère qui va élever, un homme qui a participé biologiquement, qui est le père biologique, et un homme qui va élever, sans parler des pères spirituels qui en plus se surajoutent. Donc il y a beaucoup de monde autour de la possibilité d'un enfant. Et puis il y a une médiatisation énorme de tout un tas de situations un peu extrêmes liées à l'âge en particulier des femmes qui peuvent porter tardivement après un don d'ovocytes, par exemple, des enfants, ou bien qui peuvent concevoir plus tardivement qu'auparavant avec les traitements que l'on peut proposer. Et donc cette situation de tout est possible, finalement, renforce un peu la confusion. C'est-à-dire de savoir, est-ce que parce que c'est possible, est-ce qu'on doit tout accepter? On aurait une espèce de tendance soit à tout accepter, un peu, je dirais, ce qui se passe en Californie, soit au contraire à freiner et puis à se dire non, on ne peut pas rentrer dans ce domaine parce qu'il y a trop de risques. Par là même, aussi bien l'une que l'autre attitude me semble pas correcte. La première, parce qu'on va y revenir tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout accepter, parce qu'il y a des principes sur lesquels nous insisterons. De l'autre côté, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tout arrêter? Parce qu'effectivement, il y a une notion de progrès, ou de progression en tous les cas, dans la connaissance et dans l'évitement d'un certain nombre de situations. Je pense en particulier au diagnostic anténatal de maladies graves et incurables. Je pense aussi à la possibilité, par exemple, pour des femmes qui ont un cancer, de conserver leurs ovules pour être mères une fois qu'elles seront guéries, pour prendre quelques exemples. Donc, tout refuser ou tout accepter ne semble pas la ligne, en tous les cas, ce n'est pas le point qui me correspond. Et je plaide en partie pour, par exemple, le développement de l'accès génétique à l'embryon. Ça nous éviterait de faire des transferts en reproduction humaine pour 75% des embryons qui ne vont pas s'implanter, donc d'être totalement inefficaces, par exemple, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est juste pour resituer un petit peu les choses, de même qu'il me semble qu'il n'y a pas d'argument pour s'opposer à la possibilité d'une autoconservation des ovocytes des femmes qui le souhaiteraient, encadrée certes, mais sur le plan du principe, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. Donc, c'est une espèce de chemin sur lequel il faut essayer de trouver sa propre ligne. Alors, dans l'histoire de l'absence d'utérus, on va rester médical d'abord, de femmes qui effectivement n'ont pas d'utérus de naissance, qu'on appelle les syndromes de Rokitansky. Lorsqu'on est en face d'un couple comme cela, on a une compassion, parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que ce couple et cette femme ne pourraient pas bénéficier d'un enfant? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier de la reproduction, 50% des couples que nous voyons ne vont pas aboutir à leur désir d'enfant. Donc, on ne part pas du principe qu'on va répondre à toutes les normes, puisqu'on va peut-être répondre momentanément, mais qu'on ne va pas arriver au bout. Donc, le fait de considérer qu'avoir un enfant est un droit ou, je dirais, une nécessité qui doit être appliquée par tous les moyens, à mes yeux, n'est pas correct. Dans l'histoire de cette compassion, il y a d'autres techniques qui se développent, sur lesquelles il est intéressant aussi d'avoir une réflexion pratique, une réflexion éthique. Je veux dire par là à la greffe d'utérus, qui, comme tout don d'organes, pourrait basculer dans une commercialisation aussi de l'utérus, ou bien pourrait être contrôlée, comme elle a été contrôlée, par exemple, en France pour le don de sperme. Mais c'est vrai que la greffe d'utérus, dans ce genre de situation, est peut-être, en tous les cas, peut-être pas pour toutes, mais pour un certain nombre de femmes, une solution médicale qui mériterait d'être travaillée aussi bien sur le plan éthique que sur le plan de réalisation, en sachant qu'il peut y avoir aussi des liens complexes entre celle qui donne son utérus, habituellement la mère, comme ça s'est passé en Suède, puisque c'est le pays qui a initié, donc, et pour votre information, sur 9 greffes d'utérus,
il y a actuellement 7 qui ont fonctionné, c'est-à-dire que l'utérus a tenu correctement, donc 2 malheureusement qui n'ont pas résisté, mais sur les 7 femmes qui ont un utérus greffé, il y a 5 naissances et une grossesse qui est en cours. Donc, sans faire croire là aussi que tout est possible, c'est vrai que c'est quand même une ouverture dont il faut mesurer. Alors, pourquoi est-ce que justement la gestation pour autrui, ou la mère porteuse, ou la femme porteuse, ou la femme utilisée, est quelque chose qui n'est pas acceptable? Parce que là, on va toucher à l'utilisation effectivement du corps de la femme. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans toutes les techniques de procréation médicalement assistée, c'est peut-être les lignes rouges qu'il faut réfléchir. Est-ce que ce qui est proposé comme technique nouvelle ou comme pratique nouvelle, est-ce que c'est quelque chose qui risque d'aliéner, qui risque de pervertir la relation, ou même de désigner une personne, l'enfant ou la femme, comme des objets parce qu'on les définit à l'avance tels que quelqu'un voudrait qu'ils soient. Et donc, c'est quelque chose qui mérite une vraie réflexion, avec en plus cette espèce de retour, enfin de retour, pas de retour, mais disons d'insistance sur le rôle génétique. Car on veut un enfant de soi et on estime avoir le droit d'avoir un enfant de soi. C'est un mouvement que l'on peut comprendre, bien entendu, mais justement, il y a peut-être ça bute contre des limites qu'on ne peut pas dépasser, et peut-être que le tout génétique, ou la croyance que le tout génétique est supérieur, je dirais, à l'altérité et au don, par exemple, est quelque chose qui mérite d'être rediscuté, à mes yeux, en tous les cas, objectivement. Les grossesses, vous le savez les uns les autres, quand on écoute un peu les données de santé publique, et puis quand on écoute les tenants de cette pratique de la GPA que nous condamnons, d'un seul coup, c'est 2 climats opposés. D'un côté, on sait qu'on a 20% de césariennes, qu'on a des épisiotomies, qu'on a des hémorragies de la délivrance, qu'on a des risques esthétiques qui ne sont pas nuls et des complications qui ne sont pas nulles. Il n'y a qu'à regarder autour de nous ce qui se passe, malgré les efforts. D'un seul coup, la grossesse telle qu'elle est proposée dans le cadre de la GPA a toutes les vertus et en tous les cas aucun défaut. Et ça, c'est quand même un peu étonnant parce que pour l'obstétricien que je suis, évidemment, ça mériterait d'être vu plus précisément. Mais plus précisément, justement, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en tant qu'obstétricien puisque j'ai eu à suivre 2 femmes qui ont accouché après cette pratique, et j'ai pu voir le désastre. Alors, vous me direz, je suis mal tombé, j'aurais pu avoir ce qui est proposé par ailleurs, quelque chose d'extraordinaire dans la relation. Ben, c'était le désastre, d'une part parce que l'une a une des complications qui étaient non négligeables, et l'autre parce que, sitôt l'accouchement effectué, elle était rejetée, éliminée du champ du couple qui voulait adopter l'enfant. Enfin, le père le reconnaissant, la mère voulant l'adopter, c'était la formule ancienne. Et donc, je dirais, même si je me suis dit, même si c'était sans financement, ce qui resterait à prouver, il y a une aliénation, d'une élimination de la relation souhaitée. Parce que souvent, des femmes qui n'auraient pas de désir pécunier, elles voudraient plutôt être dans une famille, adopter dans une famille, un peu avoir une relation. Or, c'est justement le contraire qui se passe. C'est qu'au moins dans la majorité des cas. Donc, il y a énormément de risques, et je vais aller vite puisque le temps presse, des risques pour la femme qui va porter, des risques pour les enfants éventuels, pour les grands-parents. J'ai vu des grands-parents s'effondrer dans cette situation, car évidemment, la chose n'était pas connue, on avait essayé de masquer la chose, mais vu les complications qu'il y a eu, tout le monde a dû être au courant de ce qui se passait. Donc, prendre des risques de cette sorte pour répondre à une demande que l'on peut comprendre, que l'on peut entendre, en tous les cas, mais qui fait courir justement trop de dépassement des règles éthiques. Et pour terminer, je dirais que voilà, je pense que dans tout ce qui est possible dans le domaine de la reproduction, et certaines choses qui ne sont pas faites dans notre pays, sont faites ailleurs, devraient être faites à condition qu'on ne dépasse pas les lignes rouges. Qu'est-ce que c'est la ligne rouge ? Vous l'avez dit, et ça a été dit et redit, c'est la commercialisation du corps. Ça, c'est le point sur lequel il faut être absolument ferme. Mais c'est aussi tous les risques d'aliénation physique et d'aliénation psychique qui utiliserait, si on voulait un enfant avec telle ou telle caractéristique. Pour moi, c'est la même chose. Si on aboutissait, grâce au génome ou à la génétique, à caractériser un enfant sans autre problème que des problèmes médicaux, on serait dans la même ligne. Alors,
finalement, c'est cette réflexion-là de principes généraux qui me font accepter un certain nombre de progrès, de développement dans le domaine de la reproduction humaine. Par contre, dès que ça touche justement à ce risque d'aliénation et de commercialisation, et c'est le cas des GPA, je crois qu'il faut s'y opposer avec la grande fermeté. Merci.